Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Dana Air? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le lien, dans la description de cette vidéo, si vous allez trouver le lien vers le service Top Premium. Donc, dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives et avoir la certitude que ça va être fait. J'insiste bien sur le terme quantitatif, ok, qu'on appelle vulgairement ici analyse fondamentale, c'est-à-dire que on va essayer d'analyser les chiffres ici afin de pouvoir estimer la valeur de cette compagnie. Ok, en supplément de ça, vous recevez deux notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Donc, la note ici est basée sur la lecture des rapports financiers. Et troisièmement, pour les 60 places restantes, ici, vous pouvez avoir droit à la formation comment analyser une banque et comment lire les rapports financiers disponibles à la fin du mois d'avril. Ok, donc, on va directement sur Dana Air. Elle mérite une place dans n'importe quelle watchlist. Déjà, premièrement, si vous ne la connaissiez pas, avant même de continuer, mettez-la dans la watchlist parce que ça vaut vraiment la peine. OK? Donc, on va aller voir rapidement ici la description de la compagnie. Dana Air, on y va. Boum. On va sur finance, enfin, sur la société. Et qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est un groupe industriel et technologique organisé autour de deux grandes familles de produits. Appareils médicaux, 84,6%, d'accord, et instruments professionnels d'analyse. Donc, vous allez voir ici que c'est plus le secteur médical ici, quand on regarde la compagnie, qui est assez élevé, enfin, qui est très important. Donc, 84,6% du chiffre d'affaires dans lequel on retrouve les équipements de diagnostic, les systèmes d'imagerie numérique, les instruments optiques, les microscopes, les consommables. Donc, c'est une grosse entreprise médicale. En tout cas, secteur des équipements. Moi, j'aime bien ce segment d'activité-là. D'accord? Parce qu'il y a très peu de brevets et généralement, c'est vraiment c'est de la technologie, c'est de la haute technologie. OK? Donc, pour cette compagnie, comme d'habitude, vu que c'est la première fois qu'on mentionne l'entité ici, on va aller regarder le revenu, tendance des revenus, croissance des revenus ici. Je vous dis déjà, c'est une compagnie qui croît par acquisition. Ok, donc c'est un mix des deux. C'est bien la croissance ici, mais est-ce que nous avons une marge brute qui suit la même tendance ou bien qui est au moins stable? Les marges brutes sont très très élevées. Ah oui, ça c'est la marque d'un pricing power. Ok, ok, la marge brute est élevée, mais est-ce que les marges EBITDA suivent la même tendance? Exactement. Pricing power. Ok. En supplément de ça, vous remarquez quoi? Nous avons une entreprise ici en termes de net income. Est-ce que les net income et les free cash flow vont dans le même sens? On les prend, on les met sur le même graphique, on ferme ça, on met ça comme ça. Les free cash flow sont légèrement plus élevés que les net income. C'est une bonne chose. Donc, parce que, voilà, avec toutes les acquisitions qui est fait ici, il y a beaucoup de dépréciation, amortissement, alors que la dépense en capital n'est pas si élevée que ça. Vous pouvez également remarquer, pour ceux que ça intéresse, d'accord, que l'entreprise paye un dividende qui est assez croissant sur les dernières années. Il y a de fortes chances qu'il soit plus élevé que ça. Actuellement, le yield est de 0,43%, mais croyez-moi, cette compagnie-ci a largement les moyens de payer au moins 4% de dividendes en date d'aujourd'hui. Ok, donc c'est pas la taille, c'est pas si vous cherchez un dividende stable et croissant dans le temps, cette compagnie-ci pourrait vous proposer un dividende stable et croissant dans le temps. En supplément de ça, vous pouvez également bénéficier de la performance liée au différentiel entre la valeur et le prix. Mais on n'est pas encore au niveau du calcul de la valeur ici. J'ai besoin de quoi comme élément ici? J'ai besoin à peu près de la dette nette, parce qu'on va aller rapidement. Dette nette ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai à peu près 14 milliards 740. J'aime bien souvent aller vérifier sur Zone Bourse qu'est-ce qu'on a également comme dette nette. En supplément de ça, je vérifie également les marges. On a à peu près des marges de 27% ici, des marges d'exploitation, des marges nettes aux alentours de 22% et des marges de free cash flow aux alentours de 25-26%. Donc, on s'attend à peu près à du 26% dans le futur, c'est assez correct. Et c'est également un business qui a tendance à avoir des marges assez stables. Donc, si on prend ici des marges de free cash flow ici, vous pouvez voir ici que les analystes ici, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison par rapport à leurs prévisions? Ou deux tiers du temps, oui. OK? On peut également comparer les net income ici parce que les free cash flows sont parfois imprévisibles. Donc, quand on compare à peu près les net income également, on peut se dire que c'est vraiment deux tiers du temps. OK? Mais pourquoi est-ce que ce business était imprévisible entre 2017 et 2012? Il faut déjà aller le voir ici. Pourtant, c'est un business qui est très prévisible ici. Vous pouvez voir ici les bénéfices n'étant sans doute peut-être qu'ils étaient trop optimistes par rapport à leurs prévisions. Donc, l'entreprise a quand même livré la marchandise ici. OK, ça ne veut pas dire que les bénéfices ont diminué ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on s'attendait à quelque chose de plus élevé, mais on ne l'a pas eu. OK, donc c'est un business qui est, voilà, il est assez prévisible, mais vu qu'il est en croissance, les acquisitions, etc., parfois également les économies ne se réalisent pas comme cela se doit. Mais c'est une entreprise extraordinaire. OK? Donc, si on se base ici sur l'estimation des analystes,
Parce que voilà, on va se dire que sur les 5 dernières années, ils ont tendance à avoir raison. Peut-être que ça devient de moins en moins compliqué de faire des prévisions sur ce business-ci. On peut se le dire. OK? Qu'est-ce que ça va nous donner ici? Je vais regarder la dette nette par action. Selon Zone Bourse, on est à peu près à 13 milliards 682. Je prends 13 milliards. Moi, c'est ici 13 milliards 682. Je répète encore une fois que c'est une entreprise extraordinaire à mettre dans votre watchlist. Divisé par le nombre d'actions, on a à peu près 727 millions d'actions, disons 728, divisé par 728. En termes de nombre d'actions, déjà, on vérifie ici, est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses propres actions? Donc, on peut voir ici, ou bien elle émet de nouvelles actions. Qu'est-ce qu'on voit? C'est une entreprise qui émet de nouvelles actions. Tout simplement parce que quand elle fait des acquisitions ici, elle fait participer tout le monde. Mais il faut également regarder l'évolution ici du bénéfice net par action. Et c'est clairement le cas ici, le bénéfice net par action a tendance à augmenter. Donc quand on regarde ici dette net sur EBITDA, je vous ai dit ici que dette net sur EBITDA, je veux quelque chose en dessous de 5 fois les EBITDA. On a quelque chose en dessous de 1,2 fois les EBITDA. Donc elle peut repayer sa dette ici très rapidement. Mais on rembourse la dette ici avec les free cash flow, n'oubliez jamais. Donc ça dit que la dette ici, si elle est de 14 milliards, on a des free cash flow de 7 milliards, des net income de 7 milliards ici, qui sont même moins élevés que les free cash flow. Donc, elle peut repayer sa dette ici en moins de 2 ans. C'est ça, et ça nous suffit. Maintenant, on a le nombre d'actions, on a la dette nette. Au niveau des PER ici, quels sont les PER que le marché a, enfin, que le marché paye généralement combien de fois les free cash flow? Parce que les free cash flow représentent la véritable rentabilité ici. N'oubliez jamais que ça reste un rendement, mais je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices pour cette compagnie ici. Mais parce que même si on a une croissance assez élevée ici, on pourra avoir une croissance encore plus élevée dans le futur, ou bien au même niveau. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 5% de croissance. Sur les 5 dernières années, on a à peu près aux alentours de 15% de croissance. Sur les 3 dernières années, on est aux alentours de 20% de croissance. Donc on est au moins à 5% et plus. D'accord? Au moins à 5% et plus. Donc quand on vérifie ici, au niveau sur les dernières années. Donc, on peut voir ici que c'est un business ici qui se négocie généralement sur les 20 dernières années. Le marché paye aux alentours de 18 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, il paye aux alentours de 23 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, il paye aux alentours de 28 fois les bénéfices. Je paye 25 fois les bénéfices, pas plus que ça. Donc, on va aller très optimiste. OK? Donc, on avait trouvé le nombre d'actions divisé par la dette nette ici. On avait à peu près un chiffre aux alentours de 18,79$ par action de dette nette. Donc, je mets ici 19$ de dette nette. 19$ de dette nette, 25 fois les bénéfices, on va directement sur Fastgraph. On s'attend à des free cash flow ici de 12 milliards, de 12,55$, excusez-moi. 12,55$ d'ici 2025. OK, je prends 12,55$, on met ça ici, 12,55$ fois 25 fois les bénéfices. OK, moins la dette nette aux alentours de 19$ à l'action. On se retrouve avec un prix de 294$ à l'action, disons 295$ l'action. OK, donc on se dira qu'au prix actuel, l'entreprise est légèrement sous-évaluée. OK, légèrement sous-évaluée. Et si on prend en considération, voilà, si le marché réalise à peu près ceci, donc ça fait à peu près N plus 3 ici, on sera à peu près, oui, légèrement sous-évalué. Si on le prend ici du point de vue rendement par rapport au prix d'acquisition ici, qui est à peu près de 250$, donc bénéfice net, free cash flow ici, de 12,55$, divisé par le prix de l'action en date d'aujourd'hui, on a un rendement de 5%. 5% avant une éventuelle croissance. Parce qu'il faut vous dire ici, croissance des revenus, croissance des marges. N'oubliez jamais ça. OK? Donc, croissance des revenus, croissance des marges. Donc, nous avons un business ici qui peut nous proposer des revenus assez... Enfin, le prix actuel, si vous payez le prix actuel, vous pourrez bénéficier pleinement de la croissance. Même s'il y a une certaine... on peut dire il y a 2 ans de... Enfin, 2 ans et demi ici de bénéfices nets de croissance des bénéfices nets déjà inclus dans le prix actuel. OK? Mais on peut quand même se dire qu'au-delà, et je le dis également, il faut que vous le sachiez, mon raisonnement peut également être biaisé sur cette compagnie-ci parce que j'ai déjà à peu près lu les rapports financiers. Et ouais, je ne suis pas investisseur dans la compagnie également, ok, mais il faut qu'on se dise la vérité, tout simplement parce que voilà, je me dis que je peux trouver une meilleure opportunité au prix actuel. Mais je sais également que le prix actuel n'inclut pas une éventuelle croissance élevée dans le futur. Et la croissance pourrait, voilà, on pourra avoir une croissance assez élevée ici. Parce que c'est enseignement une croissance par acquisition ici. On rachète d'autres entités ici qui vendent des instruments médicaux ici. Et vous connaissez, il faut déjà connaître la taille du marché ici avant même de se projeter au niveau de la croissance. Donc présentement, c'est une entreprise ici qui a à peu près un revenu aux alentours de combien? Sur les derniers mois ici, elle a un revenu de combien? On a un revenu aux alentours de... Où est-ce que ça se situe? Un chiffre d'affaires ici de près de 30 milliards. Et je sais que le marché des instruments médicaux ici, donc, où est-ce que c'est? Ouais, Medical Instrument Market. Donc, on va juste faire ça. On va le faire comme ça. Et je viens juste ici. Medical
Instrument Market Size. OK? On va regarder ça. Le Medical Instrument Market Size ici, donc, on dit ici, according to fact and factor, the Global Medical Device, c'est ce que ça se dit. Donc, Global Medical Device Market Size and Share was valued at 475 billion. Donc, la taille du marché, la taille du marché des instruments médicaux ici, on va le dire comme ça, est de 411 milliards en 2020 et on s'attend à une croissance aux alentours de 2026 de 623 milliards de dollars. Donc, admettons même qu'on est déjà en 2026 ici. Prenons ceci. On va regarder la taille du marché, on va regarder les parts de marché de cette compagnie ici. En 2024, on s'attend à peu près à du 34 milliards. Disons qu'en 2026, on aura du 35 milliards. OK? On a la taille du marché ici sera à peu près à cette période de 623 milliards. Ça reste une estimation. Faites attention. Donc, si on est à 623 milliards, d'accord, donc on s'attend à du 35 milliards. Disons, on a 35 milliards ici, chiffre d'affaires de la compagnie, par rapport à 623 milliards potentiels ici de 2026. On a une part de marché de 6%. Donc la croissance pourrait être encore élevée dans le futur pour cette compagnie-ci. C'est pour ça que je dis, faites attention, ça pourrait être assez intéressant ici. La taille du marché est juste énorme. Et quand on dit medical instrument, il faut également voir qui sont les compétiteurs. Ok, vous avez déjà des compétiteurs ici, c'est pour ça que j'aime bien également utiliser Zone Bourse. Vous allez voir ici qu'au niveau des compétiteurs, vous retrouvez des entreprises comme Thermo Fisher, très belle entité, Intuitive Surgical, très belle entreprise, Boston, belle entreprise, Edouard Life Science, je pense que Edouard, il faut vérifier, est-ce que Edouard, c'est pas un fabrique, c'est... peut-être qu'elle a un segment ici, instruments médicaux également. GE Healthcare, il y a de fortes chances qu'on rachète GE Healthcare ici, parce que je sais que Dana Air voulait racheter cette compagnie-ci. Je sais que le nouveau PDG de Dana Air était, par exemple, l'ancien PDG de... Enfin, GE, on va regarder ça ici, General Electric, General Electric, excusez-moi, quand je cherche une information, CEO, voilà, lui, Lawrence Culp, voilà, j'espère que c'est comme ça qu'on le lit, était l'ancien PDG, je pense, de Dana Air ou bien d'une autre compagnie, mais dans les instruments médicaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était l'ancien PDG de quoi encore? Voilà. Voilà. Dana Air. Become president, he was appointed out group executive and corporate officer in 1995. Dana Air Environment, executive president, CEO à partir de 2001 jusqu'en 2021. Donc, c'est un excellent PDG. D'accord? Et sa mission, quand il arrive à General Electric, il a divisé, sa mission est de diviser l'entreprise ici en plusieurs parties. Et je suis sûr et certain que Dana Air, il y a de fortes chances que Dana Air et General Electric Healthcare fusionnent. En tout cas, je pense bien. Ok, s'il me semble que c'est l'idée que j'ai ici générale, parce que je sais qu'il y avait des discussions selon lesquelles Dana Air voulait racheter GE, mais je pense qu'ils n'ont pas pu racheter la totalité. Ils ont peut-être acheté une partie ou des choses comme ça, mais c'est un excellent PDG. En tout cas, quand on dit un excellent PDG, il a eu une très bonne performance ici quand il était à la tête de Dana Air. Donc c'est pour ça à peu près que je connais à peu près cette compagnie ici. Et une façon de dire que je sais que la taille du marché est assez élevée et c'est une belle entreprise qui prête beaucoup attention au free cash flow et au retour sur capitaux investis. Ok, le fameux ROIC. D'accord? Donc, il prête beaucoup attention au ROIC ici. Et faites attention, moi j'aime bien le ROIC, mais avec une variation de ROIC, mais comme le calcul généralement ici, Greenblatt. Ok, donc je ne sais pas si vous avez déjà j'ai déjà mentionné ce livre-là plusieurs fois ici. Donc bref, on en parlera peut-être un jour. Peut-être qu'on appelle ça ROTC, Greenblatt ici, ou bien ROIC. Bref, on en parlera un jour ici. Ok, mais en date d'aujourd'hui, Dana Air, c'est pour ça que je dis Dana Air, même si on a 5% de rendement potentiel par rapport à la période ici de 2025 ici, il y a de fortes chances que cette compagnie-ci, il y a de fortes chances qu'on puisse doubler en termes de taille sur les 10 à 20 prochaines années. Je te parle juste en termes de taille au niveau du chiffre d'affaires. Je ne parle même pas au niveau de l'augmentation des marges. OK? Donc, mon raisonnement peut également être biaisé. Maintenant, à vous de voir si c'est intéressant ou pas. Mais je sais également que le prix actuel, idéalement, si on voudrait l'acheter à un prix qui n'inclut pas une croissance ici, voilà, sans prendre en considération la dette, 25 fois les bénéfices, voilà, on pourrait se dire que le prix actuel est intéressant. OK? Il est assez intéressant. Si vous êtes trop cheap, attendez dans les $200 l'action. Mais on est certainement sur une entreprise ici qui pourrait avoir une performance énorme en termes de croissance des revenus ici dans le futur. Donc, idéalement, quand on achète une entreprise qui est correctement évaluée, s'ils ne vont pas aller avec une grosse partie de son portefeuille, une toute petite partie, tout en sachant que si on a un meilleur prix que ça en date d'aujourd'hui, on pourrait en acheter plus. Mais c'est une très, très,
Très belle entreprise. Pour ceux qui aiment le dividende, c'est une compagnie qui va avoir tendance à augmenter son dividende dans le temps. Il n'y a même pas de discussion par rapport à ça. C'est même un détail à la fin de la journée. OK? Donc, il faut toujours vous dire ici qu'elle a le potentiel de verser 4% aujourd'hui. Elle ne le fait juste pas parce qu'elle investit massivement ici. Et je pense que les résultats le montrent ici qu'elle a tendance ici à augmenter ses bénéfices nets dans le temps. Bref. On arrête de mettre la sauce sur Dana Air, belle entité à avoir en portefeuille. Merci pour l'abonné Top Premium qui me l'a mentionné. Et j'espère également que vous allez uniquement prêter attention aux entreprises intéressantes, ok? Entreprises uniquement avec des avantages concurrentiels qui leur permettent ici de maintenir des marges stables, sinon croissantes dans le temps. N'oubliez pas, le lien dans la description ici, vous avez le service Top Premium et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.